Bien, nous allons reprendre cette série de cours sur l'ontologie des images. Lors de la dernière leçon, j'avais commencé à aborder la question du régime figuratif propre, enfin propre, non, le terme est impropre, on l'a bien compris, des régimes figuratifs caractéristiques de l'art contemporain, disons à partir du cubisme. J'avais proposé deux pistes d'interprétation. La première qui consistait à dire qu'au fond, face à l'immense afflux d'images en provenance de toutes les régions du monde, les artistes contemporains avaient été d'une certaine façon désinhibés, stimulés, et avaient fait droit à des inférences ontologiques qui étaient non pas directement provoquées par les images qu'ils observaient, mais qui avaient été stimulées en quelque sorte par cet apport. Et cette possibilité prenait pour son étude trois formes. Ou bien on pouvait considérer que des artistes contemporains avaient explicitement réclamé soit une filiation, soit en tout cas une référence à un système de pratique ou à une idéologie qui renvoyait assez nettement à une ontologie particulière. J'avais pris pour cela deux exemples, l'exemple de Jackson Pollock et celui de Joseph Beuys. Ou bien on pouvait considérer, et c'est ce que je vais examiner aujourd'hui, que les artistes étaient nés dans un contexte ontologique particulier, qu'ils avaient retenu une grande partie de cette formation initiale, contexte ontologique non naturaliste. Et la troisième possibilité étant, au fond, plus une liberté qu'on pouvait reconnaître à l'intérieur d'une œuvre, au coup par coup, dans certaines œuvres qui détonnaient en quelque sorte par rapport à une série plus systématique, ce que je regarderai également. Puis la deuxième possibilité, c'était de considérer l'art contemporain, enfin certains artistes dans l'art contemporain, comme un prolongement du projet descriptif du naturalisme et transformé sous d'autres formes et qui, au lieu de décrire minutieusement des êtres et des choses, décrivait minutieusement la façon de les regarder. Donc c'est ce que je vais examiner aujourd'hui et je vais commencer donc avec la deuxième possibilité de ce que j'ai appelé la première option, la liberté inférentielle. C'est quand un artiste a été élevé dans un milieu où l'ontologie dominante n'est pas naturaliste et cette ontologie n'a pas été submergée lors de son exposition ultérieure à un régime plus franchement naturaliste. Alors c'est très souvent le cas pour des artistes originaires d'Asie ou d'Afrique, même lorsqu'ils ont quitté leur pays d'origine pour s'installer dans l'une des grandes métropoles de l'art contemporain, à Paris, à Berlin, à Londres, à New York, etc. Et j'en prendrai trois exemples. Le premier s'appelle Gonkar Gyatso. C'est un artiste d'origine tibétaine. Il est né à Lhasa en 1961. Il est de nationalité britannique à présent. Il vit à Londres. Il a d'abord étudié la peinture chinoise et tibétaine traditionnelle au département des beaux-arts de l'Institut des nationalités de Pékin, avant d'aller au Royaume-Uni étudier les beaux-arts au Chelsea College of Art and Design. Alors son œuvre elle est très marquée, j'en donnerai plusieurs exemples tout à l'heure, par l'art des tangas tibétains, c'est-à-dire, vous savez, ces peintures religieuses sur toile ou sur soie qui représentent généralement des cosmogrammes mystiques du type mandala ou bien des divinités du panthéon du bouddhisme tibétain. Et la figure du Bouddha est souvent en position centrale, destinée à fixer l'esprit comme un support de méditation. Et c'est là vraiment un des motifs les plus classiques de ce genre d'images. En voilà une, par exemple, tout à fait caractéristique. Ce sont donc des images, les tankas, qui sont typiques de ce que j'ai appelé la figuration analogiste, par au moins deux caractéristiques.
D'une part, elles mettent l'accent sur la relation entre macrocosme et microcosme, en incitant le spectateur à connecter la sphère de sa spiritualité individuelle engagée dans la méditation à la figure du Bouddha qui englobe en lui toutes les potentialités du monde. D'autre part, elles offrent une synthèse diagrammatique ou littérale des éléments du cosmos et des principes de leur composition, généralement englobés aussi dans la figure du Bouddha. On en a ici un autre exemple que j'ai présenté dans l'exposition que j'ai faite au musée du Quai Branly. C'est donc une image d'Avalokiteshvara, Chenresig en tibétain, qui est le bodhisattva le plus révéré au Tibet. Il exerce sa compassion vis-à-vis de tous les êtres présents dans le monde et il est d'une certaine façon l'intermédiaire cosmique par excellence. On le voit donc ici figuré au-dessus du mont Potala, qui est sa résidence terrestre, assis sur un trône de lotus. Alors, les œuvres de Gonkar Gyatso affichent clairement cette filiation, puisque nombre d'entre elles figurent une silhouette du Bouddha contenant une multiplicité d'objets disparates. En voici. Alors, les premières reproductions ne sont pas très bonnes, malheureusement. C'est vraiment tout à fait classique des figurations qu'il a faites. En voilà une deuxième. Et la troisième, c'est celle-ci, qui avait attiré mon attention parce que je l'avais vue à la Biennale de Venise en 2009. Et cette œuvre, The Shambhala in Modern Times, permet de voir que ce qui est inclus dans la tête du Bouddha et dans l'aura, le halo qui l'entoure, forme en réalité une extraordinaire collection de singularités. Alors évidemment, on ne le distingue pas à cette distance, mais si on regarde le détail, on s'aperçoit que en fait, l'ensemble de la figure est composé de petits éléments de ce type-là, mais qui sont spécifiquement modernes. C'est pour ça que ça s'appelle Shambhala in Modern Times, et la plupart de ces peintures ont le terme moderne inclus. Voilà encore en plus gros, si vous voulez. Donc vous avez des fragments de texte dans des langues diverses, des figurines de cartoons, des pictogrammes, des photos de machines, tout à fait un ensemble disparate qui est typique du tohu-bohu des mondes analogistes, structuré ici par le rayonnement autour de la tête du Bouddha, qui fonctionne, cette tête, comme centre de totalisation. Le deuxième artiste auquel je voudrais faire référence relève aussi d'une inspiration analogiste. Il s'agit de Wengechi Mutu. C'est une femme qui est née à Nairobi en 1972 et qui a été élevée au Kenya avant d'aller étudier au Royaume-Uni, puis aux États-Unis, où elle s'est formée en anthropologie à la New School for Social Research à New York et aussi dans les beaux-arts à la Parsons School of Art and Design, mais aussi à Yale, où elle a obtenu un diplôme de beaux-arts. Elle vit à Brooklyn. Alors, son moyen d'expression privilégié, c'est le collage, des assemblages d'images, de magazines, avec des surfaces peintes et avec des matériaux de récupération. Comme source d'images, elle utilise principalement des magazines de mode, le National Geographic et des livres d'art concernant l'art africain. Ces œuvres sont principalement des personnages féminins, composites, des chimères d'une certaine façon. Alors voici un exemple. Autre exemple. Les figures de Yen jouent un rôle important dans son travail.
Mais à la différence des chimères analogistes classiques, disons, où l'on reconnaît en général les éléments empruntés à des corps de diverses natures qui forment l'ensemble, ici, la provenance des greffes est indécise. Alors ici, bon, les têtes de hyènes sont classiques, mais par exemple ici ou là, si on reconnaît vaguement un visage humain, pour le reste, c'est beaucoup plus difficile. Les sources de la chimère sont beaucoup plus difficiles à identifier. De ce fait, le caractère d'hybridité qui est propre à toute chimère se voit amplifié. Surtout, même si l'on reconnaît ça là des éléments d'origine africaine, les collages de Wengeshi Mutu s'inscrivent dans un analogisme élargi, pourrait-on dire, aux dimensions d'un monde multiculturel dans lequel, à la différence de ce qui se passait avec Gonkar Gyatso, les traditions locales semblent s'effacer. Elles ne ressurgissent que par moments, parce qu'ici on a une femme avec la peau noire, et puis ici une hyène, enfin deux en l'occurrence. Bref, ce sont des images qui offrent une illustration figurative de ce que pourrait être un universalisme pictural de type analogiste. Le troisième artiste, c'est Simon Tukume. Il est plus localisé que les précédents. C'est un Inuit du Canada. Il est né en 1934, il est mort l'année dernière, et il a vécu, en fait, pendant la plus grande partie de sa vie, dans une petite communauté inuite du Nunavut, qui s'appelle Baker Bay en anglais, et qui a subsisté, non pas lui-même, il a subsisté à peu près exclusivement de la chasse jusqu'à la trentaine, où il s'est mis à ce moment-là à peindre et à sculpter. C'était aussi quelqu'un qui était très versé dans les traditions orales inuites. Par ailleurs, il fait partie de ces centaines de sculpteurs inuits très talentueux auxquels j'avais consacré la plus grande partie d'une leçon il y a 3 ans et qui ont renouvelé l'art très ancien des figurines inuites en ivoire de morse, en changeant d'échelle et en employant des matériaux nouveaux, essentiellement de la pierre et non plus de l'ivoire, tout en conservant les thèmes classiques de l'imaginaire inuit, et notamment les métamorphoses homme-animal. Mais en dépit de cet ancrage local solide dans une tradition clairement identifiée comme inuit et dans sa métamorphose et son développement récent, Simon Tukume peut être considéré aussi comme une figure de l'art international contemporain. D'abord, du fait que ces sculptures sont beaucoup moins conventionnellement dans le style inuit traditionnel, disons, ou inuit moderne plus exactement, que d'autres, c'est-à-dire ce qui a commencé à inonder le marché de l'art à partir des années 60-70. Donc ça, c'est un exemple de sculpture inuit moderne conventionnelle, qui n'est pas d'une féroce originalité. Alors que voilà une sculpture de Simon Tukume qui est évidemment tout à fait différente, puisque donc c'est une statue d'Inukshuk, c'est-à-dire ces cairns de pierre qui sont répartis dans le paysage inuit, qui servent notamment de repères dans les territoires de chasse, etc., qui sont en forme de silhouette humaine et qui affectent un peu, vu de très loin, un humain, et dont on dit qu'ils effraient les animaux lorsqu'ils se déplacent. Et donc ici, on a le cairn figuré dans la partie supérieure sous une forme triangulaire avec les deux faces de part et d'autre, et puis les animaux qui passent devant le cairn, pas très rassurés, c'est-à-dire ici un ours et un bœuf musqué. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus original que le précédent. Et puis le troisième élément qui permet de considérer Simon Tukume comme un artiste international, c'est qu'il a réalisé de nombreux dessins, lithographies, et c'est un médium bien moins courant chez les Inuits que la sculpture. Et aussi, il faut ajouter qu'il a gagné une grande reconnaissance dans le marché de l'art international. Ses œuvres ont été exposées
dans les grandes galeries et les grands musées en Europe et en Amérique du Nord, soit avec d'autres, soit, dans certains cas, en solo. Mais en dépit de cette insertion solide dans les circuits de l'art international, il est aisé de voir que les images de Simon Tokume s'inscrivent de façon on ne peut plus nette dans les thèmes classiques de ce qu'on pourrait appeler l'iconographie animique. Je vais vous en donner quelques exemples en choisissant précisément non pas des sculptures mais des représentations en 2 dimensions. On a ici donc cette image qui s'appelle Inuk Imagines Dog Animals et dans laquelle Simon Tokume illustre le thème animique extrêmement classique de la commutation de point de vue, qui est ici combiné en espèce au thème inuit tout à fait standard aussi, de la face retroussée, dont j'avais déjà parlé dans une leçon il y a quelques années, lorsque un humain bascule dans le point de vue d'un animal, il voit la face réelle de cet animal, c'est-à-dire soit un visage humain dont il voit l'esprit, si on peut dire, figuré sous la forme d'un visage humain, soit la face d'un autre animal, c'est assez souvent un prédateur lorsque l'animal dont l'apparence extérieure est un animal pacifique, et le processus est assimilé de façon tout à fait spécifique par les Inuits à un dévoilement du même ordre que celui au moyen duquel on révèle son visage lorsqu'on enlève le capuchon d'un parka. Donc c'est le retroussement de la face qui est un thème tout à fait classique de la mythologie inuite et qu'on voit ici, en particulier ici. Vous voyez, ici c'est en fait le visage retroussé du chien avec la peau en quelque sorte, et la partie inférieure et supérieure de la mâchoire, derrière laquelle apparaît le visage humain, c'est-à-dire en fait l'intériorité de type humain de l'animal, avec le passage d'un point de vue à l'autre. Donc d'un côté on regarde l'animal sous sa forme animale, du point de vue du corps, de l'autre on regarde l'animal du point de vue de son intériorité. Tokume, qui était réputé aussi comme un conducteur d'attelage de chiens, figure le chien donc des 2 façons, et on retrouve cette obsession pour les chiens dans plusieurs autres images, dont une que j'ai montrée dans l'exposition La Fabrique des images, où on voit 4 humains avec des images de chiens tout autour de la face, et qui illustre en quelque sorte ce précepte de toujours garder les animaux à l'esprit. On en a ici une autre figuration qui s'appelle littéralement Thinking of Animals, et c'est le même principe qui est exploité ici, mais dans une composition beaucoup plus complexe et qui combine donc un loup, un bœuf musqué ici, et puis les différents visages de l'intériorité de ces animaux, y compris celui-là qui apparaît comme une sorte de en contrepoint en quelque sorte de l'arrière-train du bœuf musqué. Et bien sûr, il y a un visage inuit, c'est celui-là, qui en principe doit toujours garder à l'esprit, selon le précepte, les animaux, c'est-à-dire constamment garder la relation avec le monde animal comme un souvenir, une idée qu'on manipule, et de façon à ne jamais perdre ce contact avec les esprits animaux. Troisième façon de mettre en évidence l'influence d'une ontologie non naturaliste dans une œuvre contemporaine, ça consiste à montrer, après donc les 2 premières que j'ai examinées, soit un artiste réclame ou se réclame d'une influence, soit on a, comme les 3 cas précédents, on vient de voir une
une ontologie d'origine qui s'est maintenue, quelle que soit la variété de ces formes d'expression, soit enfin, on peut essayer de montrer que les dispositifs formels au moyen desquels une ontologie ou une œuvre est structurée sont de même nature que les moyens traditionnellement employés dans le régime figuratif que l'on suppose correspondre à cette œuvre. Alors, dans certains cas, il peut s'agir de l'exploitation d'un dispositif figuratif saillant observé par l'artiste dans une autre œuvre. Donc, il est difficile d'en tirer des conclusions. Je vais prendre un exemple, c'est celui d'une œuvre bien connue de Victor Brauner, qui est à Pompidou, et qui représente Monsieur K. Alors, dans la mythologie personnelle de Brauner, Monsieur K, vous le savez peut-être, c'est un personnage qui incarne la bêtise méchante, satisfaite d'elle-même, qui est une sorte d'alter ego de l'ubu de Jarry. Dans une autre figuration de Monsieur K, qui avait appartenu à Breton, on voit les différents... Alors, leur production n'est pas très bonne, mais enfin, vous les distinguez quand même. On revoit les différents avatars du personnage, disposés nus ou habillés, en militaire, en prêtre, en banquier, en policier, etc. Toutes les figures que Brauner détestait, exprimant tour à tour la sottise, la suffisance, la lubricité, la violence, la propension au mal, à l'oppression, etc. Par ailleurs, le premier, celui qui est à Pompidou, le force de concentration de M. K, est construit à la manière d'un diptyque, donc séparé clairement en deux parties. C'est une organisation formelle qui est tout à fait caractéristique de bien des œuvres de Brauner, qui est marquée par cette dualité, le principe de dualité symétrique. Le personnage replet de M. K est ici redoublé. À gauche, il est cramoisi, maculé de taches rouges qu'on suppose être du sang, et il se détache sur un fond blanc. Dans la partie de droite, il a la peau blanchâtre et l'œil vitreux, et il se détache sur un fond noir. Dans les deux dispositions, toutefois, son corps est parsemé de petites poupées, vous voyez, en celluloïd, qui sont fixées sur la toile et qui donc se détachent en relief. Et évidemment, c'est un procédé qui ne manque pas de rappeler une autre figure à laquelle j'ai fait référence à plusieurs reprises dans mon enseignement, qui est celle de la divinité Aa de Rurutu, célèbre statue polynésienne. Alors, comme Alfred Gell l'avait remarqué dans Art and Agency, cette statue Aa présente une disposition de type fractal, c'est-à-dire qu'elle répète des motifs identiques à différents niveaux d'enchâssement et à différentes échelles. Donc c'est un mécanisme visuel tout à fait typique des ontologies analogistes qui permet notamment d'attirer l'attention sur la structure qui organise un ensemble en rendant cette structure ostensible par la répétition en abîme à différents niveaux d'échelle. Mais il est aussi hautement probable que dans le cas présent, il ne s'agit pas d'invention indépendante. Autrement dit, Victor Brauner connaissait très probablement la statue Aa et il aurait, c'est une supposition, il aurait reproduit, en ayant conscience ou pas de sa source, lorsqu'il a fait sa toile, il aurait reproduit l'effet spectaculaire de réverbération métonymique grâce auquel l'effigie polynésienne subjugue tous ses spectateurs. En effet, cette statue qui est exposée au British Museum, qui a été maintes fois reproduite dans des œuvres d'art, était extraordinairement connue, notamment des artistes. On sait que, par exemple, que Henry Moore en avait fait des relevés,
Picasso en avait une reproduction dans une réplique même, dans son studio. Donc il est plus que probable que le Père-Ubu de Brauner n'est analogiste que par accident et qu'au fond, ou alors peut-être c'est la rencontre entre deux formes d'analogisme. Il n'en va en tout cas pas de même, probablement, d'une autre œuvre de Brauner, un peu plus tardive, et intitulée Conciliation extrême. On peut sans doute y voir, bien sûr, une illustration du thème de la dualité, dont on a vu qu'il est au cœur de l'œuvre de Brauner, en l'occurrence La Belle et la Bête, l'innocence et la sauvagerie, la pureté et la férocité réunies dans une même tête, mais comment ne pas voir aussi dans cette toile une figuration de ce que j'ai appelé la commutation anémique, à savoir le basculement dans l'appréhension d'un existant entre le point de vue que l'on porte sur un de ces aspects et le point de vue que l'on porte sur un autre de ces aspects. D'une certaine façon, c'est un écho aux images que l'on a vues tout à l'heure de Simon Tukume. Et ce mécanisme, qui est typique des masques animiques représentant des esprits, est probablement une forme invariante de la représentation de la coexistence des dimensions humaines et non humaines dans un être, et c'est très probablement ainsi que Brauner l'a exploité dans sa toile. C'est donc, me semble-t-il, une inférence animique réussie, et c'est peut-être aussi une inférence animique unique chez Brauner. En effet, à la différence des deux séries de cas précédents, c'est-à-dire ceux dans lesquels un artiste témoigne d'une permanence dans un régime figuratif, soit parce qu'il se réfère à une ontologie d'élection, soit parce qu'il est fidèle à ce qu'on pourrait appeler une ontologie d'origine, beaucoup d'artistes contemporains, la majorité peut-être, manifestent ce qu'on pourrait appeler un grand éclectisme ontologique. Je n'en prendrai qu'un exemple, celui de Salvador Dali. Bien que Salvador Dali soit d'autant plus difficile à catégoriser qu'il s'est lui-même attaché à fournir des clés d'interprétation de son œuvre au moyen de philosophies esthétiques dont certaines sont, je dirais, plutôt ésotériques, j'ai tendance à voir en lui un peintre tout à fait emblématique de la figuration analogiste. J'en prendrai un seul exemple qui me paraît assez net, c'est celui d'un tableau qui s'appelle Galatée aux sphères. Le tableau part d'un jeu de mots. Il représente à la fois Gala, qui, comme vous le savez, était la muse, la compagne et le modèle principal de Dali, et la nymphe Galatée, l'une des Néréides, célébrée par Ovide pour son idylle malheureuse avec un beau berger du nom d'Assis, et pour la passion érotique aussi que lui vouait un personnage moins sympathique qui était le cyclope Polyphème. Et ici, l'image de Galatée est mise au service d'une harmonie des sphères pythagoriciennes dans laquelle le visage de la nymphe devient le centre du microcosme, ou du macrocosme plutôt, où se déploient des corps célestes, et ainsi qu'on peut interpréter ces boules, en même temps que le centre du microcosme à partir duquel se diffusent les cellules. Donc une correspondance analogiste tout à fait classique. Mais Dali a aussi peint, et on pourrait trouver bien d'autres exemples du même ordre, mais Dali a aussi peint un tableau assez original, enfin ils sont tous originaux, mais original en ce sens qu'il paraît sortir un peu de la veine d'inspiration de ses autres toiles, un tableau dont le titre peu concis indique d'emblée qu'il s'agit d'une illusion d'optique. Ce tableau, c'est donc
50 images abstraites qui, vues à 2 yards, se changent en 3 Lénines masquées en chinois et qui, vues à 6 yards, apparaissent en tête de tigre royal. Alors, comme la plupart des œuvres des tableaux de Dali, c'est une œuvre virtuose, d'une grande inventivité dans la construction géométrique, et cette construction géométrique permet en l'occurrence de basculer selon la distance d'observation. Alors, malheureusement, certaines des toiles que je vais vous montrer, il faudrait pouvoir, quand elles sont sur un mur, pouvoir reculer et avancer pour pleinement saisir l'effet d'optique qu'elles contiennent, ce qui n'est pas malheureusement le cas ici. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Mais ici, donc, selon que l'on s'avance ou que l'on se recule, selon que l'on augmente ou diminue la distance d'observation, le détail des éléments du fond ou la forme générale que leur assemblage compose apparaît au premier plan, exploitant ainsi des principes très classiques de la psychologie de la Gestalt. Le résultat, c'est encore une commutation, mais une commutation qui autorise l'alternance entre 2 points de vue sur un même sujet, mais un sujet dont l'identité est, à vrai dire, assez malaisée à définir. S'agit-il, donc vous voyez les Chinois à tête de Lénine ou les Lénines à tête de Chinois, il y en a un ici et un ici. S'agit-il d'un félin animé par une intériorité léniniste? S'agit-il d'une triade chinoise capable de se métamorphoser en tigre, de l'alliance de Fu Manchu et de la révolution bolchevique s'incarnant dans un prédateur? Toutes les suppositions sont possibles. Et on voit bien que le principe de la commutation animique est présent, mais comme suspendu et inabouti, faute de l'activation en toile de fond, pourrait-on dire, d'une véritable ontologie animique avec laquelle Dali, à l'évidence, n'a guère d'affinité. Sans compter que le basculement entre le fond et la forme, c'est un artifice que Dali a utilisé à plusieurs reprises. Parfois, semble-t-il, pour le simple plaisir surréaliste de jouer sur l'illusion des sens et de faire advenir une image cachée dans une autre image. On en a ici, dans cette œuvre, un bon exemple. Alors, c'est le même problème ici. À vrai dire, il faut se reculer très loin pour voir apparaître le portrait d'Abraham Lincoln, que vous ne pouvez pas voir parce que du fait de la projection, vous avez le nez collé dessus, et donc c'est surtout les fesses de gala que l'on voit au premier plan. Il s'agit sans doute ici beaucoup plus d'un jeu analogiste que d'une commutation animique. Alors, il reste une ontologie à laquelle l'art contemporain semble être resté assez indifférent. En tout cas, je n'en ai pas trouvé beaucoup d'exemples. J'en ai trouvé un, sans vraiment chercher d'ailleurs, parce qu'il est familier à tous les lecteurs de Lévi-Strauss. C'est une œuvre d'Anita Albus que Lévi-Strauss a choisie pour illustrer la couverture de son livre « Le regard éloigné ». Donc elle est connue certainement de beaucoup d'entre vous, Der Garten der Lieder, le jardin des chansons, qui illustre un livre précisément d'Anita Albus. Et plusieurs choses frappent dans cette œuvre. D'abord, sa composition en médaillon, entourée de décorations végétales, qui fait de ces 5 animaux hiératiques une sorte de blason, mais un blason vivant à la manière de ceux de la côte nord-ouest, et non pas, comme c'est le cas dans l'héraldique européenne, un pur assemblage de symboles. Frappe ensuite la frontalité et le souci d'exactitude de chacune des figures. Ce ne sont pourtant ni des planches zoologiques, ni des tableaux d'un animal dans son décor. Et Anita Albus est réputée pour la précision de ses illustrations animalières. C'est une illustratrice connue pour son talent donc, à dépeindre les plantes et les animaux, mais son art va au-delà de
celui d'un peintre naturaliste. Les êtres qu'elle figure sont à la fois parfaitement prototypiques, c'est le principe d'une illustration naturaliste, et parfaitement singuliers. Enfin, le paysage qui sert de fond à chacun des médaillons n'est pas un simple décor ou un environnement typique, c'est le prolongement dans un territoire des qualités de l'animal, analogue d'une certaine façon en cela aux images, aux peintes sur écorce des Yolngu de la terre d'Arnhem, dans lesquelles des aspects du milieu physique, si vous vous souvenez, puisque j'ai consacré une leçon il y a 2 ans, des aspects du milieu physique sont figurés comme des traces des êtres totémiques. Alors cette adéquation essentielle entre un prototype ayant figure d'objet naturel et un territoire singulier, caractéristique des ontologies totémiques, est particulièrement nette dans cette autre illustration d'Anita Albus, Der Himmel ist mein Hut, die Erde ist mein Schuh, qui illustre un livre donc d'Anita Albus, et dans laquelle un chêne s'enracine dans un paysage dont il est comme l'axis mundi. Dans la préface d'un catalogue des aquarelles d'Anita Albus, qu'il a republié dans Le Regard éloigné, et c'est pour ça qu'il a choisi cette illustration pour la couverture du livre, Lévi-Strauss explicite les raisons pour lesquelles il est fasciné par cet artiste. Il n'évoque à aucun moment le totémisme, je m'empresse de le dire, mais son apologie d'Anita Albus me paraît appuyer l'interprétation du style original qu'elle a créé. L'attrait que cet art exerce provient, selon Lévi-Strauss, de la combinaison entre 2 traditions des écoles du nord de l'Europe, le réalisme et le fantastique, qu'Anita Albus a restauré dans l'esprit du style héraldique développé très tôt en Allemagne du Nord et qui se distingue des autres styles héraldiques, notamment des pays du sud de l'Europe, par un bestiaire extrêmement varié et extrêmement fourni. En outre, les plantes et les animaux dépeints par Albus ne le sont pas seulement avec un grand souci d'exactitude. L'artiste, je cite Lévi-Strauss, approfondit aussi la connaissance que nous avons d'eux en retrouvant par le geste de la main et le mouvement des pinceaux l'élan de la création naturelle. Bref, et je continue à citer Lévi-Strauss, il s'agit de faire de l'émotion esthétique un effet de la coalescence rendue instantanée par l'œuvre des propriétés sensibles des choses et de leurs propriétés intelligibles, qui est un vieux leitmotiv de l'œuvre de Lévi-Strauss. Et cette coalescence du sensible et de l'intelligible, c'est au fond une excellente définition du totémisme ontologique. En effet, dans les qualités physiques des prototypes totémiques, s'incorporent et se donnent à voir de façon ostensible des qualités plus abstraites au moyen desquelles tous les existants affiliés à ces prototypes totémiques se voient définis comme un ensemble indissoluble. Et donc ces qualités intelligibles doivent pouvoir être reconnues dans les qualités sensibles. Passons maintenant à la deuxième interprétation, qui n'est pas exclusive de celle que je viens de donner, du régime ontologique de l'art contemporain, celle que j'ai qualifiée de poursuite du projet descriptif du naturalisme. On peut considérer en effet qu'une partie des artistes contemporains est toujours naturaliste, mais qu'au lieu de s'attacher à dépeindre avec fidélité des êtres et des choses, ils ont pris l'expérience même de la description comme le sujet de leurs œuvres.
Et c'est une ambition qui a débouché assez rapidement sur l'art dit abstrait. Alors, un mot d'abord sur la figuration naturaliste comme art de la description, un thème que j'avais traité l'année dernière et qui s'appuie en partie sur la distinction proposée par Svetlana Alpers dans l'art de dépeindre entre la peinture narrative et la peinture descriptive. Je rappelle que selon Alpers, la peinture du siècle d'or hollandais est principalement descriptive, comme l'était la peinture des maîtres flamands auparavant. Elle rend manifeste l'attention portée à la surface des choses et le désir de restituer la diversité des choses par un traitement iconique homogène, à la différence de la peinture italienne, de la peinture des pays du Sud, qui relèverait d'une culture plus narrative et plus textuelle. Donc, plutôt que d'interpréter l'art hollandais dans une perspective strictement iconologique, en cherchant à y détecter un symbolisme caractéristique du modèle de Lut Pictura Poesis, il est préférable de le considérer comme une technique de restitution iconique des qualités du monde, visant à rendre ces qualités présentes avec exactitude et comme par une empreinte, raison pour laquelle on a souvent comparé la peinture hollandaise à la photographie, deux entreprises mimétiques dans lesquelles le signe est à la fois un icône et un indice. Une icône et un indice, pardon. Il me semble même hautement probable que la traduction en images de l'ontologie naturaliste soit avant tout cela, c'est-à-dire une tentative de parvenir au plus haut degré de précision dans la description de la complexité du monde, un point de vue imitatif dont on remarquera qu'il se prête particulièrement bien à la mise en évidence de propriétés ontologiques par la figuration, par contraste avec la figuration de grands thèmes narratifs, figuration de l'histoire, qui est un art du temps, qui est un art de la séquentialité, et pour lequel, au fond, le discours demeure un vecteur beaucoup plus approprié que l'image. Alors, un peintre illustre bien l'évolution dans l'art contemporain du programme descriptif du naturalisme, qui consiste, au fond, à épurer de plus en plus les objets dépeints, à les dépouiller de leurs articulations de surface et des faux semblants de la perspective linéaire, de façon à rendre seule visible sur la toile l'expérience nue de l'espace et de la forme. Et cet artiste est bien sûr Pietre Mondrian, un héritier de la culture visuelle de la Hollande du XVIIe siècle, dont l'abstraction rigoureuse n'est au fond qu'une épuration des problèmes posés par la peinture de paysage. Il faut dans la circonstance faire abstraction des discours théosophiques au moyen desquels il arrive à Mondrian d'exprimer les effets qu'il cherche à obtenir, et il faut plutôt s'attacher plus directement aux solutions qu'il apporte, aux solutions techniques qu'il apporte aux problèmes de la combinaison de la figure et du fond. On a l'habitude de dire que Mondrian est passé à l'abstraction entre 1911 et 1912, plus précisément entre deux versions de ces deux fameuses natures mortes aux pots de gingembre. Donc ça, c'est la première de 1911, et ça, c'est la deuxième de 1912. Si l'on accorde du crédit à l'idée qui a été défendue par Clement Greenberg dans Modernist Painting, et qui a été endossé par nombre d'historiens de l'art, que le mouvement vers l'abstraction de Mondrian, comme celui de ses contemporains, Delaunay, Kandinsky, Kupka ou Malevich, est un effet quasi accidentel d'une tendance qui n'a cessé de s'accentuer depuis Manet
d'accepter franchement la contrainte de la planéité, le flatness, comme dit Greenberg, du tableau, et de tenter d'en tirer parti. Comme l'écrira plus tard Dubuffet, je le cite, « Il faut faire parler à la surface son propre langage de surface ». Dans la même veine, un groupe d'artistes américains, où figurent notamment Rothko et Barnett Newman, écrit au New York Times en 1945, « Nous sommes pour les formes plates parce qu'elles détruisent l'illusion et révèlent la vérité. » Mais bien avant que la flatness picturale ne devienne un manifeste du modernisme, Mondrian aborde les problèmes que pose la restitution de la planéité par le détour de la peinture de paysage. Et ça, c'est un genre que les cubistes ont délaissé. En effet, dans les années 1910-1915, Mondrian, comme Cézanne l'avait fait avant lui, et comme Kandinsky s'y essaye aussi durant la même période, mais en Bavière, Mondrian va épurer et styliser progressivement des objets familiers du monde réel, dont les paysages sont faits, et qu'il reprend obsessivement œuvre après œuvre. Des arbres, des façades, notamment une façade d'église, et surtout des vues du littoral, de la mer du Nord, des polders. Et on peut retracer cette évolution. Voilà un paysage donc, de 1906-1907. Paysage de polder, on distingue le train, avec ici, et puis le petit moulin. Paysage de 1909, vue des dunes avec mer et jetée, qui va devenir ensuite un thème très important de composition, dont j'ai sélectionné deux exemplaires. Celui-ci, Jetée et Océan de 1914, c'est donc un fusain, et celui-là, Jetée et Océan, numéro 5. La jetée étant ici. Alors, ces quatre œuvres qui s'échelonnent de 1906 à 1915 donnent une bonne idée de ce mouvement gradué d'abstraction des lignes de force et des plans d'un paysage. Or, cette obsession descriptive qui conduit Mondrian à remonter vers des formes dépouillées, de plus en plus adéquates au réel, car de moins en moins marquées par les illusions de la profondeur, elle se situe, cette obsession, dans le droit fil de la culture visuelle hollandaise du XVIIe siècle, telle que je l'avais évoquée l'année dernière dans mes leçons sur la figuration naturaliste. J'avais rappelé l'importance du rôle qui joue la chambre noire, non pas tant comme un instrument d'optique effectivement utilisé qui aurait permis au peintre une reproduction mécanique du réel, mais plutôt comme une métaphore ou comme un étalon de ce qu'est l'optimum de la figuration réaliste. Et ce que Fromentin écrit de l'œil du peintre hollandais du siècle d'or, sans doute pourrait-on le dire aussi de celui de Mondrian. Il a, dit-il, les propriétés d'une chambre noire, car c'est comme si les phénomènes visuels étaient captés et rendus présents sans l'intervention d'un auteur humain, façon de suggérer que l'exactitude n'est pas ici le produit des dimensions géométriquement calculées que l'on trouve dans une peinture construite selon le canon de la perspective albertienne, mais qu'elle est le résultat d'une saisie directe, parfaite, des choses mêmes, par l'œil et par le pinceau. Et si l'on se remémore la façon dont Svetlana Alpers qualifie l'ambition descriptive de la peinture hollandaise par contraste avec la tradition narrative
de la peinture d'histoire, on voit qu'elle peut s'appliquer aussi à un peintre comme Mondrian. Le désir de dépeindre des objets qui réfléchissent la lumière, ça c'est une des définitions que Svetlana Alpers donne de la tradition descriptive, par opposition à désir de dépeindre des objets qui soient modelés par la lumière et l'ombre, la priorité donnée à la surface, à la couleur et à la contexture des objets plutôt qu'à leur distribution dans un espace intelligible, faire une image sans cadre et où le spectateur n'est pas clairement situé, à la différence d'une image dont le cadre est nettement défini et où le spectateur occupe une place bien délimitée. Dans tous les cas, la définition qu'on peut donner de cette peinture descriptive, des objectifs de cette peinture descriptive, peut s'appliquer à Mondrian. Mondrian poursuit aussi le projet descriptif de la peinture hollandaise dans un aspect plus particulier. J'avais rappelé l'année dernière le parallèle que l'on pouvait décerner, et que Svetlana Alpers avait souligné, entre les peintres et les cartographes, les uns comme les autres étant des descripteurs de monde qui réalisaient des images où étaient combinés des éléments très divers et qui ne se prêtaient pas à une totalisation à partir d'une perspective unique. Or, il y a aussi, à l'époque, une continuité technique entre cartographie et paysage, notable en particulier dans les conventions qui régissent leur représentation cartographique dans ces cartes si communes en Hollande au XVIIe siècle, dans lesquelles une ligne d'horizon est maintenue, ce qui paraît bizarre dans une carte, quoique très haut placée, la topographie étant au fond dépeinte en plongée oblique. Voilà un exemple. Donc c'est une carte un peu étonnante, puisque au fond, elle est en oblique et on a le sentiment qu'il y a quasiment une ligne d'horizon qui pointe tout en haut. Ce n'est pas une carte en planimétrie plane. Donc il s'agit ici de quoi ? D'une cartographie chorographique, c'est-à-dire d'une cartographie décrivant un site circonscrit avec toutes ses particularités, et non d'une cartographie géographique représentant toute une contrée. Toutefois, le lien entre la cartographie chorographique paysagée, comme celle-ci, et le paysage proprement dit, c'est dans quelques dessins exécutés par Hendrik Goltzius. J'en avais montré un l'année dernière, je vais le remontrer. Dessins qui ont été exécutés dans les premières années du XVIIe siècle, il est le plus manifeste. On crédite en effet Goltzius d'avoir produit les premiers paysages réalistes hollandais avec ces dessins faits d'après nature. Voilà. Donc on voit ici que Goltzius suit les conventions de la cartographie chorographique avec une ligne d'horizon assez haute et des points de repère qui sont facilement identifiables, en l'occurrence les beffrois et les clochers. Dans ce dessin, de même que dans toute la tradition de paysage panoramique qui va suivre, la surface et l'étendue sont accentuées aux dépens du volume et de la masse, comme dans une carte. Comme dans une représentation topographique encore, il n'y a pas ici de procédé d'encadrement du type de ceux que l'on trouve dans la perspective albertienne, appliqués au paysage, et qui sont destinés à circonscrire l'image et à assigner une place au spectateur. La surface de la Terre, ici, a été transformée en une surface à 2 dimensions, sans pourtant que cela ne suppose une localisation de l'observateur. Bref, tout comme une carte, il s'agit d'une description du monde. Ce paysage cartographié se retrouvant par la suite
dans bien des vues plus célèbres de Van Goyen ou de Ruysdael. Alors si on retourne au premier paysage de Mondrian, il est aisé de constater que c'est cette tradition descriptive qu'il avait à l'esprit lorsqu'il a commencé son mouvement d'abstraction stylisée. Donc ce qu'on a les soi-disant abstractions de Mondrian n'opèrent pas une rupture avec la tradition naturaliste hollandaise. Elles sont inspirées de celle-ci, elles la prolongent, mais en la renouvelant. Car Mondrian n'est pas Goltzius, et l'expérience du regard sur le paysage qu'il aspire à rendre visible dans ses œuvres de cette époque, une fois congédié l'artifice de le restituer par la construction perspective, il va la matérialiser, cette expérience du regard, de façon très concrète, dans une ligne perpendiculaire au tableau, la jetée s'avançant. Donc là, on en a un premier exemple, mais inabouti, puisque la jetée est en oblique, et puis ici, elle est perpendiculaire au tableau, et ici, de façon encore plus manifeste, c'est la jetée qui s'avance dans la mer. Et comme le remarque Thierry de Duve dans un commentaire au catalogue de l'exposition de Mondrian qui vient de... qui se tient toujours d'ailleurs, je crois, à Paris, dans la série des jetées et océans que Mondrian réalise entre 1914 et 1915, l'image est enclose dans un espace ovale qui traduit une expérience perceptive qui est déjà évidente dans la série des dunes de 1909-1910, à savoir le bombage de l'horizon marin et la sensation du gonflement de la mer qu'on voit ici, hein, avec la jetée qui vient stabiliser par contraste ce gonflement. Donc l'océan n'est pas seulement une surface étale déposée sous l'horizon. Si l'on veut être fidèle à la visée descriptive qui restitue l'expérience visuelle de sa saisie, il faut le montrer, allant à la rencontre du spectateur, et donc rendre l'espace convexe. Et ce bombage de l'espace permet de ne pas trahir la profondeur du champ tout en respectant la planéité de la surface sur laquelle le paysage est dépeint. Autrement dit, il s'agit d'une expérimentation sur la forme, et non plus seulement dans la disposition des couleurs, comme ce fut le cas des impressionnistes, des fauves ou des nabis, qui fait écho en peinture au mouvement de réduction de l'intériorité à des paramètres physiques qu'opèrent les images scientifiques à la même époque et dont j'ai longuement parlé l'année dernière. La subjectivité du spectateur albertien disparaît comme elle s'était déjà absentée de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, mais c'est la mise en scène d'un mécanisme visuel qui s'y substitue. Bref, la description objective en deux dimensions, dégagée de l'illusion de la perspective, est bien présente, mais elle ne concerne plus des ciels, des nuages, des vagues ou des montagnes, et plutôt elle concerne la manière de les appréhender. C'est au sens strict une méta-représentation. Alors on pourrait dire autant, je me suis longuement étendu sur Mondrian, mais on pourrait en dire autant de Kandinsky qui a traversé cette même évolution d'épuration dans un contexte qui est différent, puisque ce ne sont pas des polders qui peint, mais les préalpes bavaroises. Mais on a le même mouvement, et avec Kandinsky, d'une certaine façon, ce serait sans doute encore peut-être plus facile, puisque
Outre le fait qu'il est un très grand peintre, c'est aussi un théoricien de la peinture qu'il a beaucoup écrit sur ce qu'il faisait sans laisser les fausses pistes que Mondrian avait laissées dans son langage théosophique un peu abstrait. Donc voilà, c'est la deuxième possibilité, c'est la poursuite de ce projet descriptif qui, au fond, s'est exprimé très tôt avec Mondrian et Kandinsky et qui a été poursuivi ensuite par d'autres grands artistes de l'abstraction, je pense en particulier à Rothko et à Barnett Newman. On va s'arrêter et la prochaine séance, je la consacrerai à quelque chose de tout à fait différent puisque j'avais dit que cette série de leçons cette année était consacrée à traiter des points que je n'avais pas suffisamment traités lors de mon enseignement précédent. Je vais revenir sur la question des mécanismes, différents types de mécanismes qui permettent d'activer l'agence des images dans les différents types d'ontologie.